La route que j'emprunte pour traverser le Japon rencontre un mythe. Le mariage entre la tradition et le modernisme. Dans ce grand écart, tout peut se concevoir. La poésie du vol d'un pétale de cerisier, comme l'ultra-réalisme de l'Homo japonicus créant un robot à son image. Le défi, au Japon plus qu'ailleurs, est de vouloir comprendre ce qui n'est pas dit. J'arrive au matin de la Révolution où l'homme fabrique sa réplique. Et en même temps, en pleine période de Hanami, la floraison des cerisiers, que les Japonais ressentent comme une métaphore de la vie. Voici le cerisier emblématique du Japon, qu'on appelle le Somei Yoshino. Ces feuilles n'apparaissent qu'après l'éclosion des fleurs. C'est ce qui fait sa particularité. D'ici 3 ou 4 jours, celui-ci atteindra sa pleine floraison, puis, au bout d'une semaine, ses pétales se détacheront et s'éparpilleront. Une éclosion soudaine suivie d'une chute soudaine. C'est vraiment ça la caractéristique de la fleur de cerisier. La contemplation des fleurs, ou hanami, est un plaisir initié par la noblesse d'antan. Toutefois, le petit peuple aussi s'est mis à l'apprécier et même à en raffoler, dès lors que ses conditions de vie se sont améliorées, lui permettant ainsi de le célébrer. La raison pour laquelle le cerisier est tant aimé des Japonais, c'est qu'il évoque l'esprit du Bushido, la voie du guerrier, selon laquelle le guerrier doit vivre et mourir en beauté. Ainsi, sans se flétrir, les pétales du cerisier entament leur chute au moment où la fleur est dans toute sa splendeur. L'arc en tant que tel est splendide. Afin de conserver cette splendeur et de la mener à son terme, il est indispensable d'oublier la cible et de s'oublier soi-même. Sinon l'arc s'enlaidit. Détacher son esprit de la cible à atteindre et tirer avec grâce. Faire le vide en soi et puis tirer. Comme les pétales qui se détachent en beauté de la fleur de cerisier. Comme la fleur de cerisier dont l'éclosion soudaine est suivie d'une chute soudaine. Se détacher et puis soudain, tirer. À mon avis, la splendeur et le plaisir du tir à l'arc résident essentiellement dans le fait de tirer sans penser à rien. Bander mon arc en pleine nature me procure une joie profonde. Mais ceux qui assistent à ce spectacle ressentent eux aussi, je crois, une très grande joie. Bonjour. Voici la carte de floraison des cerisiers. Les zones d'un rose très dense signalent les points où la floraison a déjà commencé. Progressivement, le rose perd de sa densité. Cela signifie que par palier de 5 jours, la floraison va se poursuivre et toucher la région du Kansai, celle du Kanto, et ainsi de suite jusqu'au nord-est du pays. En suivant la floraison des cerisiers de Kyushu à Hokkaido, je vais remonter le temps, dans un sens comme dans l'autre. Au nord du Japon, je dépasserai la floraison pour retrouver le bourgeonnement.
Ma première étape dans l'île de Kyushu m'entraîne de Kumamoto à Fukuoka, en passant par les volcans du mont Aso. Le Nakadake est le seul volcan au monde qu'on peut approcher en talons aiguilles. Il est aussi un des plus actifs. Selon la croyance shinto, il est habité par un dieu, un kami, comme chaque chose, chaque objet, naturel ou fabriqué. Au début du monde, il y a une matière indéfinissable. Certains l'appellent le vide, d'autres le plein. Ce vide ou ce plein, comme un œuf à l'origine de la vie, contient tout ce qui va apparaître. Il est tout. Il contient les lieux et les directions. Il est aussi le germe et la fleur, la perfection. Des forces m'entraînent dans mon voyage. Je suis inspiré par les haïkus, poèmes courts et profonds. Première bruine, j'aurai pour nom le voyageur. J'utiliserai des haïkus pour raconter mon voyage. Les forces telluriques m'attirent à Beppu, où elles jaillissent dans la ville. L'haleine des volcans s'exhale, exulte, souffle partout dans ses alentours. Beppu s'est construit sur une soufrière pour capter, canaliser, dompter les vapeurs, les eaux chaudes, les boues, et transformer les éléments menaçants en source de bien-être et en art de vivre. Baigné de chaleur soufrière, le sable semble offrir à ceux qui s'y ensevelissent un retour aux forces qui engendrent la vie, source de désir, qui permet peut-être de traverser les vicissitudes d'un quotidien effréné. Au début, j'appréhendais un peu. J'avais peur de le salir. Mais en entrant dans le sable, le corps se réchauffe. On transpire petit à petit et on se sent bien. Se débarrasser du sable, puis se prélasser dans les bains de sources chaudes, c'est vraiment très agréable. La fatigue disparaît. J'adore les sources chaudes. Comme on se sent bien, ici tout particulièrement. On se sent bien, pas vrai? Ah ça oui, qu'est-ce qu'on se sent bien. Oui, c'est vraiment agréable. Et puis la fatigue disparaît. Le corps se réchauffe. L'art de vivre n'a pas empêché de couvrir le pays d'autoroutes. Un précurseur des nouveaux personnels de service me dirige sur la ville de Nagasaki. Nagasaki est une étape sur la route de l'humanité. D'un lointain et profond passé, le Japon a été cassé net.
Le 9 août 1945 à 11h02, 3 jours après Hiroshima, explose à une altitude de 500 mètres une bombe nucléaire qui, en une fraction de seconde, tue 75 000 personnes, brûle et blesse 75 000 autres. Il y avait un puits par là. Oui, un puits. Et devant, c'était une colline. Je me trouvais à peu près ici quand j'ai aperçu 2 parachutes. Et tandis que je mettais ma main en visière, l'explosion s'est produite. Bam ! J'ai été irradié par la droite, de sorte que sur tout le côté droit, mon visage, mes bras, mes jambes étaient épouvantables. Tellement épouvantables qu'au lavabo, je refusais de voir mon propre visage dans le miroir. Et que par la suite, même de retour chez moi, à Nagasaki, il m'était impossible de me regarder dans une glace. Si je vous invite tous à vénérer la paix, c'est parce qu'il y a 64 ans, nous, les victimes de la bombe atomique, nous nous sommes retrouvés avec un corps affreusement mutilé. Nous aurions beau pleurer, nous aurions beau hurler, jamais notre corps ne redeviendrait comme avant. Afin qu'une chose pareille ne se reproduise plus, je vous en parle à vous et j'aimerais qu'en rentrant chez vous, à votre tour, vous transmettiez cette vénération de la paix à vos frères et sœurs, à vos parents. C'est là mon message. Ce qui m'attire à Nagasaki, c'est l'envie de crier que l'on nous a menti, en nous faisant croire que les bombes étaient nécessaires pour sauver des vies humaines. Hiroshima et Nagasaki n'ont servi qu'à établir une échelle de mesure pour les bombes d'aujourd'hui. La stratégie dissuasive continue de jouer avec la négation de l'humanité. Jusqu'à quand ? Les cerisiers Kayoko? Eh bien, une mère qui avait perdu sa fille, Kayoko, lors du bombardement atomique, a reporté tout son amour sur les cerisiers qu'elle a plantés et dont elle a soigné les pousses. Et les arbres qui ont fleuri ont donné les cerisiers Kayoko d'aujourd'hui. Ce que les Japonais vénèrent dans le cerisier, c'est la beauté de sa floraison, suivie d'une chute soudaine. Une nouvelle histoire du Japon commence à partir de ce mois d'août 1945. Repartant de zéro, les Japonais construisent en 10 ans un monstre de la consommation, la deuxième puissance économique mondiale. Avec 127 millions d'habitants sur un territoire un tiers plus petit que la France, le Japon pèse plus que la Chine et l'Inde réunies. Il est aujourd'hui le leader mondial de la technologie des sociétés. De Fukuoka, je passe sur l'île de Honshu, vers la mégapole de Kobe et Osaka et les anciennes capitales de Nara et Kyoto. Ma première étape est à Hiroshima. Anniversaire de la bombe, j'essuie mon corps nu d'un matin sans blessure. Il ne s'agit pas du passé mais du présent. Pour savoir quelles leçons on tire de l'histoire, je me rends au mémorial de la paix. Il y brûle une flamme qui ne sera éteinte que le jour où toute menace nucléaire aura disparu de la Terre. Il faudrait qu'on voie ce que la bêtise humaine est exactement, ce que l'être humain peut faire à son semblable. Les bombes existeront toujours et c'est un business. Les bombes, l'armement, tant que ça ramène du fric, il y aura toujours ça. C'est une question de pouvoir et d'argent. Refusant cette fatalité, je rencontre le président de l'Institut pour la paix de l'Université d'Hiroshima. Nous croyons fermement que les puissances qui possèdent l'arme nucléaire doivent s'engager pour leur suppression totale dans les 2 années à venir, précisément pour la conférence de révision de 2010.
Il faut prendre cet engagement, ou alors les armes nucléaires vont se répandre. L'un de nos principaux objectifs est de réveiller la conscience humaine, parce que les gens ont évacué le problème, particulièrement aux États-Unis, au Japon, et j'ai entendu récemment que c'est aussi le cas en France. Les gens n'y pensent plus. D'une certaine manière, ils croient que nous n'y pouvons rien, que c'est un problème qui a été résolu à la fin de la guerre froide et que ce n'est plus important. En réalité, nous sommes sur la tangente. Nous sommes au moment précis où la race humaine va décider si on élimine les armes nucléaires ou si on va laisser tout le monde en avoir. Si nous laissons tout le monde en avoir, elles seront utilisées. Si elles sont utilisées, toute notre civilisation s'écroule. À l'approche de Kobe, l'esprit de Tanizaki, auteur de l'Éloge de l'ombre, m'attire jusqu'à la maison où il écrivit. Les poètes des haïkus ont concentré la pensée. Les écrivains ont libéré la parole, dans une société où elle est rigoureusement codifiée. Supposons que l'inventeur du stylo ait été un Japonais ou un Chinois d'autrefois. Il est bien évident qu'il l'aurait muni non point d'une plume métallique, mais d'un pinceau. Notre pensée et notre littérature elle-même n'auraient pas imité aussi servilement l'Occident, et qui sait, peut-être nous serions-nous acheminés vers un monde nouveau tout à fait original. Par ces réflexions, j'ai voulu montrer que la forme même d'un outil d'apparence insignifiante pouvait avoir des répercussions presque à l'infini. J'arrive dans la mégapole d'Osaka. Dans ce monde nouveau que n'a pas imaginé Tanizaki, les Japonais se sont appropriés les concepts occidentaux, les ont dépassés, amplifiés, et ont donné naissance à un univers futuriste où le Japon devient précepteur de modernité pour le monde. Cet univers ne m'attire pas. Il est sur ma route, aussi je veux comprendre de quoi il est fait, quel est le projet des experts qui sont en train de le réaliser. Nous voulons bâtir une ville qui permette aux gens de faire l'expérience futuriste des services qui seront mis en œuvre par les techniques de la robotique. Si l'on se demande dans quel contexte les robots évolueront, eh bien, ce sera dans le domaine des technologies de la vie quotidienne. Et c'est dans cette direction que se développera leur exploitation. Jusqu'ici, il y avait les robots industriels dans les usines. Le Japon est numéro 1 dans ce domaine. Mais maintenant, au Japon, nous avons un problème démographique. Le nombre d'enfants diminue tandis que les personnes âgées vivent plus longtemps. Autrement dit, la main-d'œuvre diminue peu à peu. Pour préserver une même vigueur économique, il est essentiel de trouver de nouveaux moyens. Ces robots ne se contenteront pas de bouger, mais ils penseront de manière à offrir des services. Ils seront une forme de substitut et feront des choses à la place des hommes. Nous pensons qu'il est possible de résoudre le problème démographique avec cette technologie. Je vous offre un monde sans soucis. Ce robot s'appelle CB2. Sa caractéristique principale est sa grande souplesse. Il diffère des robots déjà conçus, son corps tout entier étant couvert d'une peau en silicone. La plupart de ses articulations fonctionnent avec des servomoteurs pneumatiques. Grâce à cela, il peut réaliser des mouvements très proches de ceux de l'homme. Par exemple, vous voyez, le robot bouge maintenant. Si on le touche alors qu'il est en train de bouger, il réagit de manière flexible. Les robots de la génération précédente, qui sont actionnés avec des moteurs puissants, ne répondent pas d'une manière aussi flexible. Ce robot-là, au contraire, réagit d'une façon presque humaine.
Dans les globes oculaires, il y a 2 caméras. Dans les oreilles, 2 microphones. Et répandus sur tout le corps, sous la peau de silicone, de nombreux capteurs tactiles, environ 200. En utilisant la sensibilité des capteurs, et parce qu'il y en a beaucoup, le robot peut opter pour une grande variété de réactions. CB2 est un programme de recherche sur un enfant Android de 2 ans. Il s'agit d'adapter le comportement des robots à celui des humains. Pour en savoir plus, je vais rencontrer le professeur Ishiguro, le savant mondial concepteur des premiers humanoïdes. Je m'appelle Replica Q2. Je m'adapte à la vie quotidienne des êtres humains. C'est pour cette raison que j'ai été créée. J'ai créé cet Android il y a 5 ans. Avant cela, j'avais déjà fabriqué ma fille. Puis, j'ai procédé à de nombreux traitements pour arriver enfin à un résultat très proche de l'être humain. Elle s'appelle Replica Q2. Au Japon, et tout particulièrement au Japon, les robots dont nous avons besoin sont des robots qui interagissent avec les humains dans leur vie quotidienne et qui leur prêtent assistance. Et nous devons absolument les fabriquer. L'être humain est très sensible à sa propre apparence, tant dans la silhouette que dans la forme ou le mouvement. L'apparence est vraiment cruciale pour nous, de sorte que, face à une présence aussi similaire à l'humain que cet androïde, nous avons envie d'engager la conversation avec elle et de forger toutes sortes de relations avec le robot comme on le fait avec l'homme. Bon, là, elle bouge normalement, mais là, par exemple, elle se fâche, voyez-vous. Il suffit que je lui touche l'épaule pour me faire engueuler. Que faites-vous? Le conscient a beau savoir qu'il s'agit d'une androïde, à partir du moment où le robot ressemble aussi fort à l'homme, l'inconscient l'appréhende comme un être humain. Le phénomène des robots n'est pas différent de celui des ordinateurs. Du jour au lendemain, les ordinateurs ont bouleversé le monde. Et il se passera exactement la même chose avec les robots. J'aspire à retrouver les cerisiers, le calme, un rythme plus lent, plus proche de la sérénité, à retrouver la part qui doit revenir à la vie. Nara offre ce havre. L'ancienne capitale a conservé un lien privilégié avec le monde d'avant, dans une bienveillante coexistence avec les Dains. Cette sérénité, je vais aussi la chercher dans le sanctuaire shintoïste Kasuga Taicha de Nara. Les robots ne pourront évidemment jamais remplacer l'homme. Par ailleurs, les hommes ne doivent pas dépendre de robots, mais vivre par leurs propres moyens. Dans cette perspective, si l'on réfléchit à ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement l'homme, mais la nature qui l'entoure. Les arbres, la forêt, les animaux. Il est essentiel pour l'homme de vivre en harmonie avec son environnement. Tout de même, chérir un robot comme son enfant, c'est totalement impensable. On a accordé trop d'importance aux enfants, je crois. Depuis toujours, bien évidemment, on aime les enfants. Ils sont choyés. Mais aujourd'hui, on en fait trop. Au lieu d'élever plusieurs enfants, on en est venu à élever un enfant unique en le choyant de plus en plus et en le surprotégeant. Mais fondamentalement, la baisse de la natalité est une mauvaise chose.
Kyoto. Je suis arrivé dans la ville qui pendant 1000 ans fut la source de la culture japonaise. Vais-je y rencontrer le passé ou à nouveau le futur? Ce soir, le Japon m'accueille au chevet d'un soleil couchant. Au matin, j'emprunte le chemin des philosophes vers le temple d'argent. En moins d'un siècle, la métaphore de la fleur de cerisier s'est transformée. De l'esprit du guerrier qui renonce sans regret à la vie et meurt en beauté, elle devient le plaisir de savourer le regret que provoque la beauté éphémère de l'existence. Au temple d'argent, le jardin de la création du monde reproduit par des lignes le vide et le plein. Des hélicoptères tournent au-dessus du quartier. Il se passe quelque chose à proximité du temple. Que se passe-t-il? Il paraît que c'est le salon pour la cérémonie du thé qui a pris feu. Il y a eu un incendie. On ne connaît pas encore les causes de l'incendie. Il y a des victimes? Non, aucune. Vous voyez là-bas, ils sont nombreux à enquêter. Un bâtiment du musée botanique a brûlé, comme le fameux Kinkakuji, le temple d'or. En 1940, un jeune moine mit le feu au temple. Le grand écrivain Yukio Mishima raconte qu'il voulut détruire la beauté. Le temple a été reconstruit à l'identique, comme beaucoup de monuments du Japon. Décor pour décor, au lieu de visiter les temples du circuit touristique de Kyoto, je pénètre dans les studios des séries télévisées japonaises. Venez nombreux, dans quelques instants, le spectacle des samouraïs va commencer. Venez nombreux. On s'est habillé comme ça pour s'amuser, comme un clin d'œil à la culture japonaise. Il ne s'agit pas d'une célébration spéciale, on est juste là pour passer un bon moment tous les deux. De Kyoto, je rejoins Tokyo, en passant par le célèbre mont Fuji. Point culminant du Japon à 3776 mètres, le Fujisan est un cône volcanique parfaitement symétrique. Avec les fleurs de cerisier et de chrysanthème, c'est un emblème national du Japon. Je monte au col de Misaka, à l'auberge Tenkachaya, un des rares lieux authentiques qui a échappé aux excès du tourisme moderne. La maison de thé Tenkachaya a été rendue célèbre par l'écrivain Osamu Dazai dans son recueil de nouvelles Sans vue du mont Fuji. Le séjour de Dazai devait durer une semaine. Il a surpris tout le monde en le prolongeant de 3 mois. Dazai est donc resté 100 jours. Mais quelque chose l'a retenu ici, c'est certain. Serait-ce le mont Fuji qu'il décrit dans sa nouvelle? Les représentations du Fuji avec un angle aigu de 30 degrés lui faisaient penser à la tour Eiffel. Il a écrit cela, vous savez, et ça restera pour l'éternité. Bonsoir.
La mégapole de Tokyo me happe, m'absorbe. En entrant dans une telle ville, je me demande une fois de plus comment le futur a pu nous échapper à ce point. Comment nous n'avons rien pu faire pour le rendre plus humain. Les technocrates ne parlent plus de ville, ni même de technopole, mais de ville mondiale. Aujourd'hui, c'est un jour idéal pour aller contempler les cerisiers. C'est aussi un bon jour pour faire des courses. Il y a plein de gens qui sont venus au parc de Ueno. Regardez. Ah, on est content d'aller voir les fleurs. On aimerait que cela dure toujours. Mais j'aimerais que tous les jours, en vous levant, vous pensiez aussi à la crise qui nous frappe. Sous les fleurs de cerisier, grouille et fourmille l'humanité. La fête de Hanami bat son plein. C'est le dimanche de l'année. Certains dorment là depuis plusieurs jours pour réserver les emplacements. Hanami veut littéralement dire aller contempler les cerisiers en fleurs. C'est une leçon. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Ne viens tout les leçons. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Il remet les faces sur le sable. Les pas des amants, très bien. Très bien. Allez, je vais dire en japonais. Pourquoi est-ce que je suis si doué en français? Eh bien, c'est parce que je n'ai plus de dents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais derrière les sourires de la fête, j'aperçois une autre réalité. Pour comprendre ce qui se passe, je vais rencontrer Ryu Murakami, écrivain spécialiste des problèmes de société, lauréat de l'équivalent japonais du prix Goncourt. Regarde, pour être sûr d'avoir une place, il campe depuis une semaine. Les bâches bleues utilisées pour les pique-niques sont identiques à celles qui abritent les SDF. Quel paradoxe. Dans ce pays, il y a tout. Il y a vraiment tout, mais il manque une chose, l'espoir. Personne ne peut penser que l'avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Ou bien alors, ceux qui le croient sont très peu nombreux. Avec la crise, les gens qui se sont fait licencier ne peuvent plus assumer les frais de scolarité ou d'assurance sociale de leurs enfants. L'éducation coûte très cher. Or, il y a de plus en plus de jeunes démunis. Ils ne font plus d'enfants.
Et comme par ailleurs ils n'ont aucun espoir de voir leur situation s'améliorer ou de voir leurs revenus augmenter en fonction de leur activité, eh bien leur désir, n'est-ce pas, leur désir s'effondre totalement. Dans le même parc où les joies de Hanami ont animé la journée, les jeux de l'économie ont fait tomber les premiers hommes et femmes du nouveau siècle. Pour la première fois, les Japonais ne croient plus en leur avenir. Elle s'est mise en ménage avec moi. Mais mon entreprise a fait faillite. Et on n'avait plus de maison où rentrer. On s'est fait jeter dehors. On ne pouvait plus payer l'appartement. On n'avait pas d'argent pour faire un procès. Alors on l'a quitté et on est venu ici, dans un endroit où il n'y a pas de loyer à payer. Comme si on avait le droit. Bien sûr qu'on n'a pas le droit. Le nombre de SDF augmente terriblement. Mais ils font semblant de ne pas nous voir. Il y a un accord tacite. On ne doit pas déranger. C'est ça l'accord. Vous avez compris? On est des SDF tolérés. Ça peut aller, on va dire, jusqu'à 55 ans. Tu sais, passé 60, c'est fini. Il n'y a plus de travail. Et chaque année, on est de plus en plus nombreux. Il n'y aura plus de croissance au Japon, ça régresse. Je pense que de toute façon, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a plus de croissance possible. Et ça fait combien de temps que je suis là? Toi? Ça fait 300 ans. Eh, ça va, laissez-moi tranquille. Je reprends la route vers le nord du Japon. Je dépasse désormais la zone de floraison des cerisiers. De Aizu, je me dirige vers le mont Ozore et enfin l'île de Hokkaido. Les haïkus continuent d'inspirer ma route. À l'ombre des montagnes, ils remontent vers la glace, les poissons couleur de vent. Les montagnes étaient les territoires des Kami. La région est peu habitée. La nature, l'espace sont enfin visibles. Et c'est aussi le flux du peuplement qui est visible. Les Japonais conjuguent le taux de natalité le plus bas et le taux de longévité le plus élevé du monde. Les agriculteurs disparaissent. Le Japon doit maintenant importer une partie de son riz, l'aliment de base. 3/4 du pays sont laissés aux oiseaux, aux derniers petits paysans et aux artisans. En arrivant à Aizu, je reviens au bourgeonnement des cerisiers. Est-ce un retour en arrière, un recommencement, un sursis? Aizu est une ville ancienne connue pour ses artisans. Je vais voir l'un d'entre eux, un laqueur. Il faut compter 10 années. Durant 10 années, j'ai connu des échecs, je me suis lancé des défis, et enfin, je suis parvenu à maîtriser mon art. Le thème que j'aborde toujours, c'est la nécessité, dans nos métiers d'art traditionnels, de fabriquer des objets adaptés à leur époque.
Sous leur forme d'origine, les objets anciens ne servent à rien aujourd'hui. Donc le dessin et l'aspect fonctionnel doivent s'aligner sur le présent. D'ailleurs, c'est l'accumulation successive d'artisanat contemporain qui donne la tradition. Avec la croissance économique, chacun pense à soi. Moi, moi, moi. Le voisin a moins d'importance que moi. Ma maison, ma famille. Il n'y a plus de solidarité, plus d'entraide. Pourtant, au Japon, faire preuve de considération pour les autres a toujours été primordial. Cette qualité a disparu peu à peu et l'écart entre les riches et les pauvres saute aux yeux à présent. Cela ne ressemble pas au Japon. Une telle disparité ne correspond pas aux 1000 ans d'histoire du Japon. À Matsushima, en cherchant la poésie, je rencontre le formalisme. Pour parler des haïkus et du poète Basho, venu ici au XVIe siècle, c'est le maire de la ville qui se déplace en personne. Ces deux stèles ont été érigées 100 ans après la venue de Basho en ces lieux. Le poème inscrit sur celle-ci est de Basho. Du matin au soir, fou de Matsushima, amour solitaire. Basho est considéré comme l'inventeur du haïku. La signification de son haïku est la suivante. Du matin au soir, sans cesse, je pense à Matsushima. J'y pense comme à une maîtresse. Mais Matsushima comprend-elle mes sentiments? Selon Basho, un haïku doit révéler dans le même temps l'immuable, l'éternité qui nous déborde et le fugitif. Un haïku met en mots l'éclosion spontanée d'une fleur de sens. Un monde qui souffre sous un manteau de fleurs. Une mouette s'élève, je respire le vent, je marche sur les nuages. À Ishinomaki, c'est l'esprit de Shotaro Ishinomori qui me reçoit dans le vaisseau spatial qui réunit son œuvre. À la suite des poètes et des écrivains, le Japon a donné naissance aux mangaka, les auteurs de manga. Précurseur dans les années 60, Ishinomori a créé un personnage devenu mythique, Cyborg 009. Cyborg 009, c'est l'histoire de 9 humains, transformés en cyborgs, qui se battent contre ceux qui font de la guerre un business. C'est comme ça que débute la série. En fait, le thème principal de Maître Shotaro Ishinomori, c'est l'amour. Quant au Cyborg 009, ce sont des guerriers cyborgs, moitié robots, avec un cœur humain. La culture japonaise a fourni le terrain pour concevoir les robots androïdes de demain.
la société japonaise actuelle a fourni l'occasion de les créer. Les sauveurs du monde seront-ils mi-humains, mi-robots ? Quelle place restera-t-il pour les poètes, les chanteurs, les calligraphes ? Traverser le temps. Ma route ne se déroule plus sur une route, elle se poursuit dans une autre dimension. Pour aller vers le mont Ozore, c'est une barque que j'emprunte et un passeur. Le mont Ozore est situé entre la création du monde et la fin du monde. Il est niché au centre d'un massif volcanique montagneux et aride qui fait partie des régions les plus sacrées du Japon. Ozore signifie peur ou terreur. Le site est fermé l'hiver et n'ouvre qu'au milieu du printemps. Je ressens quelque chose qui s'achève, le sentiment d'être arrivé au bout d'un chemin. Au cœur du massif, un sanctuaire du dieu Jizo, le kami des enfants, permet de communiquer avec ceux qui ont rejoint l'au-delà. Ici se trouve le cimetière des enfants disparus, et peut-être de ceux qui ne naîtront plus. Prépare-toi à la mort, prépare-toi, bruissent les cerisiers en fleurs. Cet espace est-il celui de la sérénité ou celui de l'absence? Celui du plein ou celui du vide? Je quitte l'île de Honshu, les mégapoles, les estampes, les populations, les montagnes, pour rejoindre l'île de Hokkaido, où finit mon voyage. Je me rends directement au parc du château de Matsumae, où trône un honorable cerisier de 300 ans. Autour de lui, une assemblée de 10 000 arbres. Ils seront en fleurs dans un mois. Une chose m'apparaît clairement. Elle a grandi tout au long de mon voyage, depuis le parc de Kumamoto. Maintenant, elle se révèle de façon évidente. Des siècles de croisement ont donné 250 variétés de cerisiers, mais aucune ne donne de cerises comestibles et seules 2 d'entre elles se reproduisent spontanément.
Seule la beauté de la fleur nourrit l'âme japonaise. Eh oui, les cerisiers fleurissent tous les ans. Quand ils fleurissent, je me sens rassuré. Que feront les robots sous les cerisiers en fleurs? Moi, à l'avenir, je m'occuperai des malades, des personnes âgées et des enfants. Je présenterai les informations à la télévision. Je serai éducatrice. Je travaillerai comme réceptionniste ou guide. Voilà le type d'activité que je souhaite faire.